Donc, Camille Abouchon est maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil et elle est membre du laboratoire Charte, Cognition humaine et artificielle. Donc, ses recherches, comme le titre de son intervention l'indique, portent sur l'acquisition du langage oral et écrit et en utilisant des mesures variées, comme les mesures comportementales, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, également des mesures d'imagerie cérébrale. Un point intéressant, c'est qu'une partie de ces travaux porte sur, dans une perspective en fait de cognition comparée humain-animal, et notamment en feuilletant un peu vos travaux, j'ai vu que en 2019, vous aviez publié dans Animal Cognition un article tout à fait intéressant au sujet concernant le biais consonantique qui est observé chez l'humain et qui semble au contraire dans certaines espèces animales ne pas être observé puisque c'est l'inverse même que vous avez mis en évidence. Voilà, et vous êtes intéressé également dans certaines de vos publications chez le nourrisson au traitement des voyelles pour montrer notamment qu'elles semblent jouer un rôle plus important que ne le joue le traitement des consonnes dès l'âge de 5 mois. Voilà, donc Camilia, nous sommes enchantés de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et donc, je vais vous laisser la parole le temps de votre séminaire. Et après, donc, on aura un moment d'échange avec les personnes qui sont actuellement présentes en petit nombre, hein, puisqu'on a seulement 9 auditeurs, mais j'espère que d'autres personnes arriveront au fur et à mesure. Merci beaucoup. Merci à vous et merci beaucoup pour cette invitation. Aujourd'hui, j'ai un peu choisi de détailler plus particulièrement une étude que j'ai faite pendant ma thèse à Paris-Descartes sous la direction de Thierry Nazy avec des bébés français et qui a été suivie d'une étude que j'ai faite avec des bébés espagnols lors de mon postdoc à Barcelone où j'étais dans l'équipe de Juan Manuel Toro. Donc aujourd'hui, en tout cas, mon PowerPoint que j'ai préparé pour vous, il va parler uniquement de données bébés. Mais si vous voulez que je vous parle plus des données rats, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc je vais parler du biais consonantique, donc de cette asymétrie fonctionnelle entre les consonnes et les voyelles qui s'observe dès la première année, en tout cas pour le français et l'espagnol. Et on va voir qu'il y a des différences cross-linguistiques importantes sur l'expression de ce biais. Donc, ces travaux se placent dans la recherche des mécanismes d'acquisition précoce du langage, donc les mécanismes qui permettent aux bébés d'acquérir simultanément et dans l'interaction la phonologie, le lexique, la syntaxe, les structures de leur langue. Donc, dans les dernières décennies, il est apparu que les étapes de cette acquisition ne se faisaient pas de manière linéaire et séquentielle, mais bien que les bébés arrivaient à trouver des informations concernant le lexique et la syntaxe, notamment dans la prosodie, par exemple, avec les indices de variation acoustique portés par les indices suprasegmentaux qui sont portés par la parole, par le signal de parole et qui donnent au bébé des indices sur la place des mots, les frontières entre les mots et les règles de syntaxe de leur langue. Donc, dans ce cadre-là, j'ai travaillé sur une autre base d'informations accessibles aux bébés très tôt, qui sont les deux catégories de sons de parole qui existent dans toutes les langues, les consonnes et les voyelles, et qui composent le signal de parole dans toutes les langues, et qui présente donc des différences, ces deux catégories, sur plusieurs points acoustiques, physiques, articulatoires, etc., mais également fonctionnels. Donc les consonnes et les voyelles ne portent pas les mêmes propriétés du langage. Les consonnes sont plus importantes pour les informations lexicales et les voyelles pour les informations de structure prosodique et syntaxique. Euh, donc cette asymétrie, elle est présente de manière universelle dans toutes les langues du monde à différents degrés. L'exemple le plus extrême où l'asymétrie est totale, c'est dans les langues sémitiques, l'arabe et l'hébreu, où on peut carrément écrire sans les voyelles, puisque le squelette consonantique et la place des mots dans la phrase déterminent quelles sont les voyelles qui vont être prononcées. Ce n'est pas le cas, par exemple, en français, pas du tout, mais il y a quand même partiellement une asymétrie
dans quasiment toutes les langues, sauf 2 exceptions à ma connaissance, l'hawaïen et le danois dont je vais un petit peu parler. Donc mes travaux, ils se situent à la suite de l'hypothèse initiale posée par Nespor, Peña et Meller en 2003, qui était basée sur des arguments linguistiques et des données chez les adultes en perception et dans certaines tâches expérimentales dont je vais parler un peu, qui étaient à l'époque les seules disponibles sur ce sujet-là et qui avaient observé un biais consonantique dans des tâches lexicales et un biais vocalique dans des tâches qui portaient sur la structure de la langue. Donc, initialement, ils pensaient que potentiellement, dès la naissance, les nouveau-nés traitaient les consonnes et les voyelles de cette façon asymétrique. Bon, après, il est très vite apparu que, en fait, ces biais, ils ont besoin quand même d'exposition à la parole pour émerger. Mais donc, ce qu'ils ont observé dans l'ensemble de ces travaux qu'ils ont revus, c'est que les adultes ont tendance à utiliser plus les consonnes que les voyelles à chaque fois qu'ils doivent faire une tâche lexicale ou un traitement lexical quelconque, comme ici, on a un exemple d'une abréviation. Donc, instinctivement, quand on fait une abréviation, on va plutôt enlever les voyelles que les consonnes, parce que ce sont les consonnes qui portent plus l'information sur l'identité des mots. Alors que dans une tâche structurelle, typiquement ici, on a les variants grammaticaux du verbe to sing en anglais, mais ça marche aussi, même si c'est moins systématique en français. C'est moins systématique que dans les langues germaniques, mais typiquement, le squelette consonantique va rester constant et les variants grammaticaux vont être formés par des variations de voyelles. Donc, ce papier, il a lancé un peu un programme de recherche notamment sur le biais consonantique. Et puis, donc à la fois chez les adultes, donc il y a eu de plus en plus d'études qui ont été publiées chez les adultes dans de plus en plus de langues et avec de plus en plus de méthodes différentes, et aussi chez les enfants et puis les bébés, pour savoir à quel âge les consonnes commençaient à être privilégiées pour le traitement lexical de la parole. Puisque potentiellement, ça peut constituer un mécanisme d'acquisition lexicale pour les bébés, pour découvrir les mots dans leur langue. Donc, les études que je vais vous présenter aujourd'hui, elles portent toutes les deux sur la question de l'émergence de ce biais consonantique, donc sur le côté lexical de la symétrie consonne-voyelle. Donc maintenant, le biais consonantique chez l'adulte, il est largement attesté et vraiment dans beaucoup de langues, y compris pour le danois. Donc dans des études comportementales d'intelligibilité des mots, par exemple, donc où on rend inintelligibles soit les consonnes, soit les voyelles. Et bien sûr, quand ce sont les consonnes qui sont inintelligibles, les locuteurs sont moins capables de reconnaître. Des études d'amorçage, des études d'apprentissage de nouveaux mots. Donc là où on a trouvé avec des enfants de 3, 4, 5 ans un biais consonantique. Pas seulement chez les adultes, donc. Des études de segmentation basées sur des flux de paroles, de syllabes, donc des langages artificiels, où il faut retrouver des mots. Donc si les transitions entre les mots sont portées par les consonnes, on arrive mieux à les retrouver que si c'est porté par des voyelles. Et des études de reconstruction de mots, dont je vais vous montrer un petit exemple ici. Donc, cette étude, elle est intéressante parce qu'elle a été faite à la fois en comportemental, puis répliquée avec une technique d'imagerie cérébrale. Donc, on a présenté ce type de mots à des locuteurs anglais, Kebra. Donc, ce sont des non-mots, en fait, c'est un non-mot, en leur demandant de changer un seul son pour former un mot. Et de manière plus automatique, plus rapide, les locuteurs anglais ont maintenu le squelette consonantique constant et ils ont seulement switché la voyelle pour donner cobra, alors qu'ils auraient pu tout aussi bien faire zebra, qui est un mot de fréquence équivalente. Et voilà, donc ça montre que quand on est anglais et qu'on entend kibra, on entend déjà cobra dedans. Donc comme si il y avait une récupération de l'identité du mot déjà à partir des consonnes plus automatiquement. Et ça a été confirmé avec une étude en tomographie par émission de positrons,
avec une plus forte latéralisation à gauche dans le gyrus frontal inférieur, qui est connu pour son rôle dans la récupération en mémoire de travail et la sélection entre plusieurs candidats lexicaux. Donc, que ce soit avec la modalité orale comme ici, ou avec des tâches qui utilisent plutôt la modalité écrite, comme avec les tâches d'amorçage, et dans plein de langues. Donc, cette étude-là, par exemple, elle a été répliquée en anglais, en hollandais et en espagnol. Le biais consonantique fait plus du tout débat chez l'adulte. Et donc, ce qui est important au niveau des différentes langues, c'est que, comme je vous disais, la symétrie fonctionnelle consonne-voyelle, elle est à des degrés différents en fonction des langues. Et donc, il semblerait que même dans les langues où il y a, par exemple, un ratio consonne-voyelle à peu près équivalent, comme en anglais ou en français, le biais consonantique est quand même très présent. Donc, qu'en est-il du développement de ce biais consonantique? À quel âge les bébés peuvent utiliser cette propriété de la langue de manière à ce que ça joue un rôle dans leur acquisition du lexique? Et à partir de quand? Donc, dans le développement, les premières études, elles ont été faites beaucoup dans l'équipe de Thierry Nazy à Descartes avec les bébés français, et puis avec plusieurs équipes en Angleterre. Et elles ont révélé d'abord qu'il y avait un biais consonantique chez les enfants à 3, 4, 5 ans. Et puis, en diminuant de plus en plus l'âge des participants, on a trouvé ce biais consonantique à 30 mois, en anglais et en français. Et là, les études se sont encore attachées à des bébés de plus en plus petits. Et il y a eu vraiment une grosse séparation entre les bébés anglais et les bébés français. Donc, plus Thierry testait à Paris le biais consonantique à des âges précoces, plus il continuait de le confirmer. Et avec les bébés anglais, ça s'est arrêté à 30 mois. Donc, les bébés anglais, non seulement n'ont pas de biais consonantique avant 30 mois, mais en plus, ils n'ont pas de biais du tout. Donc, ils ont l'air de traiter les consonnes et les voyelles de manière tout à fait équivalente dans les tâches lexicales. Et bien sûr, il y a eu plusieurs types de tâches lexicales utilisées, que ce soit la reconnaissance de mots familiers ou de l'apprentissage de nouveaux mots. Donc, les bébés anglais n'ont pas de biais consonantique avant 30 mois. Donc, l'étude que je vais vous présenter porte sur les bébés vraiment très précocement, au début de la constitution d'un prélexique. Donc, quand les bébés commencent à reconnaître leurs premiers mots, à avoir quelques mots familiers, ils n'y attachent pas forcément du sens, mais ils reconnaissent la forme sonore du mot au moins. Et notamment avec le prénom, avec donc les bébés de 5 mois. Donc, on sait qu'à partir de 4 mois et demi, les bébés commencent à reconnaître les mots qu'ils entendent le plus souvent. Papa, maman, des parties du corps, pieds, mains. L'étude de Bergelson et Swingley, elle a même montré qu'il y avait, dans une certaine mesure, du sens qui était associé à ces mots entre 6 et 9 mois. Et donc, à 5 mois, une étude précédente avait montré que les bébés regardaient plus longtemps, maintenaient leur attention plus longtemps quand on les appelle par leur prénom que quand on les appelle par un autre prénom qu'ils ne connaissent pas. Donc, on a utilisé le prénom dans cette étude pour tester le biais consonantique à cet âge-là très précocement. On a utilisé pour cela, on a testé en fait leur sensibilité à une erreur de prononciation dans leur prénom. Donc, en utilisant le HPP, le Head Turn Preference Procedure, qui est basé, comme vous voyez en haut à droite. Donc, le bébé est assis sur les genoux de son parent et il va entendre 2 types de mots. Donc 2 listes en fait, avec soit son prénom bien prononcé dans la moitié des essais, soit le prénom avec une erreur de prononciation.
Donc, cette erreur de prononciation était toujours sur le premier phonème. On avait dans nos groupes tests 30 bébés qui étaient testés, qui avaient un prénom qui commençait par une consonne. Donc, du coup, ils avaient un changement de consonne, comme ici Victor, Zictor. Et puis, dans la condition voyelle, 30 bébés qui avaient un prénom qui commençait par une voyelle, comme Alix, Elix. Et donc, on mesure leur temps de regard cumulé vers chacun de ces deux mots et on peut savoir quel est celui qui a maintenu leur préférence, quel est celui qui leur a paru le plus bizarre, inhabituel, incorrect. Et donc, celui-là, ils vont le regarder moins longtemps. Et on a également des bébés contrôle pour vérifier que si on observe une préférence pour le prénom bien prononcé, c'est parce que c'est le prénom du bébé et pas juste lié au hasard. Donc ces bébés contrôle, ils ont entendu les mêmes stimuli que les bébés tests, sauf que eux, ça n'est pas leur prénom. Donc a priori, pour ces bébés contrôle, on s'attend à ce qu'il n'ait pas de préférence pour le prénom bien ou mal prononcé. Donc là, c'est la liste de tous ces bébés, tous les prénoms des bébés qui ont été testés. En haut, les changements consonantiques et en dessous, les changements vocaliques. Tous les changements ne portaient que sur un seul trait phonétique. Donc, on avait trois catégories pour chaque type de son, consonne et voyelle. Et le même nombre, donc 10 bébés pour chaque trait phonétique. Donc, les changements étaient toujours des changements minimaux. Alors, regardons d'abord les résultats pour les bébés consonnes qui ont eu un changement de consonne. Donc, on a en mauve le temps de regard pour le prénom correctement prononcé et en vert pour le prénom mal prononcé. Et ce qu'on a obtenu pour les bébés à 5 mois, c'est qu'un changement de consonne ne semble pas les déranger. Ils ont accepté leur prénom mal prononcé comme une version acceptable, une version pas très différente en tout cas. Ils n'ont pas montré une sensibilité particulière dans leur temps de regard pour la condition consonne, alors que pour la condition voyelle, dans le groupe des bébés tests, bien sûr, on voit une différence significative de temps de regard entre le prénom correctement et mal prononcé, qui n'est pas retrouvé dans le groupe contrôle, donc il semble bien être attribuable à la reconnaissance du prénom et la préférence pour le prénom lorsqu'il est bien prononcé. Donc Alix par rapport à Elix, ici pour cet exemple. Donc l'hypothèse la plus évidente pour expliquer ce résultat, c'est que les voyelles étant plus saillantes acoustiquement, eh bien, on a changé, quand on a changé une voyelle, on a changé une part du signal plus importante. Et c'est à ça que les bébés ont été sensibles. Donc, pour vérifier ça, on a fait avec des collaborateurs du laboratoire de phonétique et phonologie de Paris 7, Martina Tadeker et Thibaut Fuchs, des analyses acoustiques. Ce sont des spécialistes du traitement du signal. Donc, on a pris les stimuli prénoms bien et mal prononcés pour chaque condition. On a isolé le phonème qui avait été changé et on a regardé quelle était la distance pour chaque indice acoustique entre le phonème bien et mal prononcé, de façon à ce que ce soit comparable entre les consonnes et les voyelles, en fait. Et ce qu'on a vu, c'est que comme on s'y attendait, il y a plus de variabilité en termes de durée et d'intensité entre les deux voyelles qui diffèrent minimalement, A et E dans Alix et Lix par exemple, qu'entre les deux consonnes qui varient minimalement, Victor et Zictor. Alors que pour la distance spectrale, c'est l'inverse en fait. Les consonnes diffèrent plus spectralement entre elles que les voyelles. C'est ce qui est déjà, ce qu'on sait déjà dans les études anciennes qui montrent qu'il y a plus
de distinction, en fait. Les consonnes sont plus distinctes en qualité entre elles. Les voyelles se recouvrent plus. Et donc, on a également regardé le lien entre ces distances acoustiques et le comportement des bébés. Donc, leur différence de temps de regard entre le prénom bien et mal prononcé, en faisant des analyses de régression multiples, avec chaque type de distance acoustique, donc durée, intensité et distance spectrale. Et on a trouvé un effet uniquement pour la distance spectrale. Donc, on trouve un lien. Là, je vais juste vous expliquer les graphiques. Donc, on a en ordonnée la différence de temps de regard des bébés, donc le comportement des bébés, et en abscisse, la différence spectrale. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les points représentent chaque paire de consonnes ou à gauche, de paire de voyelles à droite. Et ce qu'on voit, c'est que déjà, les nuages de points les deux nuages de points sont assez étendus. Enfin, il y a une variabilité. Et par contre, on voit qu'il y a seulement une corrélation avec le comportement des bébés dans la condition voyelle. Donc, plus la distance spectrale est grande entre les deux stimuli voyelles, plus le comportement des bébés va le montrer, enfin, va le refléter. Ce qui n'est pas le cas chez les consonnes. Donc, chez les consonnes, on a aussi la variabilité spectrale, mais le comportement des bébés n'a pas été affecté par la distance spectrale entre les deux stimuli qu'ils ont entendus. Donc, ce que cette étude a montré, c'est que les bébés commençaient par avoir un biais vocalique dans la reconnaissance d'un des premiers mots qui leur est familier, leur propre prénom, qui est probablement lié aux particularités acoustiques des deux catégories de sons. Donc, les voyelles sont plus saillantes en durée, en intensité. Les consonnes sont plus distinctes spectralement. Mais lorsqu'ils doivent distinguer une voyelle mal prononcée, elle va être modulée par le facteur acoustique de la distance spectrale, alors que quand il y a une différence de consonne, ça n'est pas le cas. La distance spectrale n'affecte pas leur comportement. D'autres études ont été faites avec des bébés natifs d'autres langues et on a révélé des différences cross-linguistiques entre 5 et 12 mois notamment. Donc d'abord, la première ligne, ce sont des études avec des bébés italiens qui ont été conduites par Jean-Rémy Hochmann. Donc il a trouvé un biais consonantique avec les bébés italiens à 12 mois et un biais vocalique à 6 mois. Donc un peu comme l'étude qu'on vient de voir avec les bébés français de 5 mois, il semblerait qu'il y ait un switch au cours de la première année. Les bébés passent assez rapidement pour l'italien et pour le français d'un biais vocalique à 5-6 mois à un biais consonantique à la fin de l'année. En français, il y a eu également 2 études à 8 mois et demi et à 12 mois. Donc à 8 mois et demi, une étude avec de la segmentation qui a révélé un biais consonantique, donc dès 8 mois et demi, et une étude à 12 mois qui a révélé un biais consonantique. Les bébés anglais, donc toujours pas de biais consonantique avant 18 mois. Et puis en danois, une étude que Thierry a faite avec un collaborateur danois. Donc ils ont repris la même méthode qui avait révélé un biais consonantique avec des bébés français et avec les bébés danois, même à l'âge de 20 mois, ils ont toujours un biais vocalique. Le danois est vraiment assez particulier. Il y a moins de voyelles que de consonnes, mais donc ça c'est le cas dans plein de langues. Et en plus, il y a des phénomènes de réduction vocalique qui sont là pour le coup assez rares et de voyelles qui deviennent
très postérieures au niveau de la prononciation, de sorte qu'elles ont une qualité quasiment consonantique. Et donc, en fait, les voyelles sont très importantes au niveau lexical en danois, beaucoup plus que dans les autres langues. Donc, tout ensemble, ces études montrent que, alors que chez les adultes, le biais consonantique est attesté, chez les bébés, on a des différences cross-linguistiques importantes qui laissent à penser que ce biais consonantique, il est très langage dépendant. Il doit dépendre de facteurs langage spécifiques. Donc, ça a conduit à deux hypothèses alternatives pour expliquer comment ce biais consonantique émergerait. Est-ce que c'est lié à la construction du lexique? Puisque à partir d'un certain nombre de mots dans le lexique, les bébés pourraient inférer, c'est ce que dit cette hypothèse lexicale, que les consonnes ont une distribution qui est plus informative sur l'identité des mots. Et il y a également une autre hypothèse qui est acoustique, phonétique, en tout cas qui a un niveau avant le lexique en fait, où il n'est pas nécessaire d'avoir un lexique conséquent pour que le biais consonantique émerge. Et c'est ce qu'on semble observer chez les bébés italiens et français, puisque à 8 mois, 12 mois, quand on observe ce biais consonantique, les bébés n'ont pas encore un lexique suffisamment riche pour extraire des informations de distribution de consonnes et de voyelles qui permettraient seuls au biais consonantique d'émerger. Donc, j'ai voulu faire dans mon postdoc une étude avec les bébés espagnols, une langue qui n'avait pas été encore explorée précocement pour le biais consonantique, et également une langue romane, donc comme l'italien et le français. Donc une langue qui partage énormément de propriétés avec le français et l'italien. Et comme peu de langues ont vraiment été testées avec des méthodes et des stimuli identiques, donc à chaque fois, toutes ces différences cross-linguistiques, elles sont toujours avec des méthodes différentes, des stimuli différents, etc. Donc j'ai voulu faire la même étude à trois étapes importantes de l'émergence du biais consonantique d'après les données françaises et italiennes. Donc à 5 mois, on s'attend a priori à ce qu'ils aient un biais vocalique. À 8 mois et demi, on s'attend peut-être à ce qu'ils aient un biais consonantique, d'après en tout cas une étude en français. Et à 12 mois, on s'attend à ce qu'ils aient un biais consonantique si le biais consonantique émerge préférentiellement chez les bébés qui apprennent une langue romane. J'ai un peu déjà dit tout ça. Donc cette étude, elle s'appuie sur deux expériences. En fait, il y a deux expériences. Une expérience où on va d'abord présenter au bébé deux listes de mots, une liste de mots fréquents qu'on suppose être les mots les plus potentiellement familiers pour ces bébés, versus une liste de non-mots qui est construite à partir des voyelles de la liste de mots fréquents. Donc c'est une expérience où on va tester la familiarité de la liste des mots fréquents, pour ensuite, dans une tâche conflit, présenter au bébé cette liste de mots fréquents avec une erreur de prononciation qui, dans la première liste, est une erreur de consonne. Donc, par exemple, mano devient pano, et ou dans l'autre liste, une erreur de voyelle. Donc, mano devient méno. C'est une étude qui a été adaptée d'un paradigme Poltrock et Nazi 2015 qui a révélé un biais consonantique chez les bébés français à 12 mois.
Donc, on a 3 groupes d'âge, 5 mois, 8 mois et demi et 12 mois, qui ont passé chacun ces 2 expériences-là. Donc, dans l'étude, dans l'expérience de contrôle de familiarité, on a trouvé à tous les âges, aux 3 âges, une préférence pour la liste de mots familiers. Donc ensuite, quand on a confronté ces mots familiers avec une erreur de consonne ou une erreur de voyelle, voilà ce qu'on a trouvé. Donc à gauche, vous avez les bébés de 5 mois qui ont une préférence pour les mauvaises prononciations qui portent sur une consonne. Ce qui montre qu'ils ont plutôt reconnu le contenu vocalique des mots. Donc ça confirme un biais vocalique à 5 mois. Tout à droite, on a les résultats à 12 mois, où à l'inverse, là, ils ont regardé plus longtemps les mots qui avaient une erreur de voyelle, et ils ont regardé moins longtemps les mots qui avaient une erreur de consonne, donc ils ont été plus sensibles à l'erreur de consonne. Donc ça révèle un biais consonantique. Et au milieu, on a les bébés de 8 mois et demi, qui, eux, n'ont pas de préférence, en fait. Donc, ils semblent être un peu dans une phase de transition, où ils n'ont pas de biais à cet âge-là. Donc, par rapport aux études précédentes qui avaient utilisé des méthodes différentes et à des âges différents et puis avec les langues différentes aussi, on a pour une même langue trois âges qui ont été testés systématiquement avec les mêmes stimuli et où on a révélé le changement entre 5 mois et 12 mois d'un biais vocalique, probablement lié à la saillance acoustique des voyelles dans le signal par rapport aux consonnes. À 12 mois, un biais consonantique où les bébés ont compris, en tout cas, que pour reconnaître des mots familiers, c'était plus important de faire attention aux consonnes qu'aux voyelles, puisque c'est elles qui portent plus l'information lexicale. Donc, ce biais consonantique, il y a eu également récemment des données en chinois, d'autres données en anglais. Il semble vraiment qu'il y ait des indices langage spécifiques qui jouent dans son émergence, dans l'âge de l'émergence, l'âge auquel il peut devenir un mécanisme d'acquisition de mots. Et un des candidats possibles parmi l'ensemble des facteurs qui sont communs aux langues romanes et qui ne sont pas dans les langues germaniques, c'est le rythme syllabique qui est commun à toutes ces langues. Donc ça reste assez spéculatif, mais en tout cas, c'est un candidat possible parce qu'on sait que les bébés très précocement sont sensibles à ce rythme. À la naissance même, ils sont capables de distinguer des langues différentes sur la base de leur rythme. Il y a d'autres évidences qui montrent que très tôt, les bébés sont capables de discriminer la rythmicité. En fait, la rythmicité est corrélée à la place occupée par les consonnes et les voyelles dans le signal de parole. Donc, il y a un lien entre la distribution consonne-voyelle et le rythme qui est très, très important. Donc voilà, ça reste spéculatif et il y a d'autres candidats possibles, évidemment. Merci beaucoup pour votre attention. Donc si vous avez des questions, je ne sais pas si j'ai été... Non, ça va, j'ai pas été trop longue. Non, non, c'était Non? parfait. Merci beaucoup, Ok. Camilla. C'était très clair, très intéressant. Je vous remercie. Donc, on va avoir un certain temps là pour poser des questions. Voilà, donc je vais laisser la parole au présent là. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, des remarques ou des points sur lesquels ils souhaiteraient revenir? Donc, je vois qu'il y a une question. Je pense que vous pouvez la voir. Aline, tu peux peut-être Oui. prendre la parole. Ok, donc bonjour. Du coup, ma question, c'est là, vous avez fini votre présentation en disant que une piste d'explication possible pour
cette évolution du biais qu'on observe dans les langues romanes, c'est donc le rythme, la distribution consonne-voyelle. Et est-ce que vous avez d'autres idées qui pourraient aussi expliquer l'émergence de ce biais dans les langues romanes? Oui, alors en fait, dans un papier de Caroline Flochia en 2014, elle a fait la liste de toutes les différences cross-linguistiques qui pourraient contribuer à rendre les consonnes plus importantes pour le lexique plus tôt dans les langues romanes et qui ne sont pas dans les langues qui diffèrent avec les langues germaniques. Et en fait, la liste est vraiment très longue. Donc pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui visent pour l'instant à dégager la contribution de chaque facteur parce qu'en fait, ça serait vraiment compliqué à faire. La liste est vraiment longue. Il y a vraiment plein de facteurs qui peuvent l'expliquer, qui peuvent contribuer en fait, et puis en plus, ils peuvent contribuer tous en fait. Donc c'est compliqué en fait. Il faudrait par exemple, ce qui serait vraiment bien, ça serait d'avoir plus de données en allemand par exemple, dans d'autres langues germaniques, parce que pour l'instant, on a comme langue germanique finalement l'anglais et le danois. Or, le danois est très spécifique et est un cas à part en fait. C'est un cas exceptionnel vraiment d'une langue où les voyelles portent une part d'information lexicale très importante. Donc, du coup, on manque beaucoup de données dans d'autres langues germaniques pour pousser cette hypothèse qu'il y a peut-être une différence entre les langues romanes et les langues germaniques à ce niveau-là. Mais voilà, ça reste encore assez spéculatif pour l'instant. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui, bonjour. Donc Sophie de Montons. Je voulais vous demander justement par rapport aux syllabes, si pour les noms que vous avez choisis, vous avez fait attention au nombre de syllabes, si c'était toujours constant ou si ça dépendait, Alors, et si ça pouvait avoir un effet. Parce que pour les prénoms, je crois qu'il y avait des prénoms qui pouvaient avoir 3 syllabes, même si majoritairement ils avaient 2 syllabes. vous voulez dire pour l'étude en espagnol? Non, mais oui, pour votre étude à vous. Il me semble qu'ils avaient tous 2 syllabes. Ouais. Ils avaient tous 2 syllabes, ils étaient tous à consonne initiale, parce que ça, bon, Oui. c'était difficile d'avoir des mots fréquents à voyelle initiale. Donc du coup, le changement de consonne était toujours sur le son initial, le changement de voyelle était toujours sur le deuxième son, toujours la première syllabe en tout cas. D'accord. Voilà, oui, ils avaient tous 2 syllabes. Parfait. Et une autre petite question sur l'étude sur les prénoms. Vous avez dit que les enfants étaient confrontés à une liste de prénoms, donc soit leur prénom à eux, soit à une liste pour ceux qui sont testés, pas pour le groupe contrôle, soit à une liste de prénoms qu'ils ne connaissaient pas. Du coup, dans l'étude, il a été vérifié que les enfants ne connaissaient pas ces prénoms-là, c'est ça? Oui, tout à fait. On a demandé aux parents, avant de venir au laboratoire, on leur a demandé, par exemple, si on voulait tester le bébé Ewan avec le prénom Olivia, on leur a demandé s'ils connaissaient quelqu'un qui s'appelait Olivia dans leur entourage. D'accord. Et puis, on a également fait attention que les parents utilisent effectivement, enfin l'entourage du bébé utilise effectivement le prénom, parce que c'est souvent le cas à 5 mois que le bébé entende en fait assez peu son vrai prénom. Tout à fait. Donc ça aussi, on a fait attention. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Et pour le groupe, c'était vrai pour le groupe contrôle aussi, du coup, c'était pour les deux groupes. Ok. Oui. Merci pour ces précisions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Alors, je vais vous poser une question. En fait, j'ai vu que vous aviez quand même fait, enfin, dans votre présentation, vous avez montré des études qui ont regardé ce biais consonantique dans différentes langues. Une question que je me suis posée quand vous avez indiqué que si j'ai bien compris, hein, que pour le bébé anglais, à partir de 30 mois seulement, vous voyez, il avait été montré ce biais consonantique, c'est le cas, hein, c'est ça?
Si on peut revoir la diapo. Donc, depuis, oui. il y a eu une étude à 18 mois, il me semble. D'accord. Voilà. Mais pas avant, ouais. D'accord. Et en fait, est-ce que finalement, concernant voilà, ces variations interlangues de l'émergence du biais consonantique, est-ce qu'il était invoqué éventuellement le facteur prosodique et syllabique? Alors, je m'explique. Par exemple, concernant les études sur l'accès au lexique mental, chez l'adulte, hein, mais on voit aussi chez l'enfant finalement une capacité à extraire très précocement des régularités prosodiques du signal. Je me demandais dans quelle mesure, et je ne sais pas si ça pourrait rendre compte des variations, mais dans quelle mesure, en fait, selon qu'on ait une stratégie plutôt syllabique d'accès au lexique, comme il était montré par Segui pour le français, versus une stratégie plutôt prosodique, c'est-à-dire d'extraction de régularité d'accent prosodique chez l'anglophone, est-ce que ça pourrait avoir au niveau des stratégies de traitement de l'enfant, lorsqu'il va en fait tenter d'extraire finalement des régularités du signal, le fait de plutôt focaliser sur globalement la syllabe ou plutôt sur des éléments enfin plus, je dirais, un peu plus généraux comme la prosodie voilà, du signal. Enfin, je ne sais pas du tout, hein, en vous entendant, je me posais, enfin, ça donne l'impression qu'il y a un niveau d'analyse, de granularité d'analyse qui est varié finalement selon le type de langue. Donc, c'est une question que je me posais, est-ce que ça peut avoir éventuellement avec finalement le patron prosodique des mots de la langue. Voilà. Mais bon, après, vous avez dit, hein, vous avez qu'une langue, deux langues germaniques, hein, l'anglais et c'est quoi le finlandais, c'est ça? Le danois. Le danois, voilà. Voilà. Donc bon, c'est une question qui n'a peut-être aucun, enfin, voilà, validité, mais je me posais cette question par rapport aux structures de la langue, au rythme. Oui, absolument. Non, non, c'est complètement pertinent et il y a malheureusement pas d'études qui ont testé ça directement. Mais ça fait partie effectivement des hypothèses qu'il n'y a pas le même que peut-être les bébés anglais, en tout cas parce que pour l'instant l'essentiel des données c'est les bébés anglais, français, un petit peu de bébés italiens et espagnols. Mais donc peut-être les bébés anglais, ils ont cette stratégie qui est focalisée sur l'accent tonique pour notamment repérer les frontières de mots. Ça, on le sait, ça a été montré par Peter Jutschik, donc très précocement. Donc peut-être qu'ils ont suffisamment d'informations lexicales avec ce niveau d'analyse-là, comme vous dites. Alors que les bébés français, italiens, espagnols vont avoir besoin des syllabes et vont être très sensibles à ce rythme syllabique et à ces indices prosodiques particulièrement caractéristiques de ces langues-là. Ça fait partie des pistes de réflexion. Absolument. Après, j'avais une autre question, en fait, mais c'est pareil, hein, moi, c'est pas du tout mon domaine, mais j'essaie de faire des liens par rapport à ce que j'ai un peu lu dans la littérature il y a un moment, sur les travaux de Safran, notamment sur les transitions, finalement, les fréquences de transition qui existent entre enfin, les lettres et par conséquent aussi les phonèmes de la langue. Et on sait, alors, bon, sans rentrer dans les détails des travaux de Safran, mais qui étaient très intéressants sur l'apprentissage statistique finalement, hein, donc l'extraction de régularité, hein, de paires de phonèmes. Est-ce qu'il y a des variations finalement selon les langues? Enfin, j'imagine, mais est-ce que ça pourrait rendre compte éventuellement de peut-être que dans certaines langues, il y a plus de mots qui commencent par des consonnes, vous voyez, qui ont une fréquence d'occurrence plus importante que dans d'autres, ce qui pourrait peut-être justifier en fait, voilà, une capacité supérieure à détecter et par conséquent, après, ce qui pourrait avoir une influence sur l'axiolexique finalement, puisque si on est plus souvent confronté à certaines consonnes dans une certaine position par rapport aux voyelles, peut-être que ça pourrait avoir une influence après sur le... Oui, oui, oui. Donc, c'est sûr que les informations de distribution des consonnes et des voyelles dans le lexique, elles vont apporter des informations au bébé sur les consonnes et la fonctionnalité des consonnes. Et le fait que les consonnes sont plus importantes pour reconnaître des mots d'un point de vue purement statistique, effectivement. Mais donc, ce qu'on semble trouver avec les bébés dans les langues romanes, c'est que
visiblement, ils n'ont pas besoin d'avoir un très grand lexique pour déjà faire plus attention aux consonnes dans les tâches lexicales. Donc là, les études que je vous ai présentées, c'était des études avec la reconnaissance de mots familiers. Mais les études en italien, par exemple, ce sont des nouveaux mots. Donc des nouveaux mots qu'ils apprennent au cours de la tâche. Et donc très vite, au cours de la tâche, ils vont mieux reconnaître ces nouveaux mots en phase test si on maintient les consonnes et qu'on change les voyelles que si on fait l'inverse. Donc il semblerait que vraiment, bien avant d'avoir un lexique très fourni, il y a quand même enfin, c'est en tout cas ce qu'on pense pour les langues romanes, c'est que il ne peut pas y avoir, comment dire, l'explication lexicale ne suffit pas en fait à expliquer une émergence aussi précoce. Donc il faut forcément qu'il y ait un niveau d'information ailleurs dans la phonologie qui leur montre, qui les guide comme ça vers les consonnes aussitôt en fait. Et donc, effectivement, pour les bébés anglais, peut-être pas. Peut-être que les bébés anglais, le biais consonantique, il apparaît à 15 ou 20 ou 30 mois parce qu'ils ont besoin d'avoir un lexique assez fourni pour faire ces calculs statistiques de distribution des consonnes et comparer aux voyelles. Donc, ça, encore, c'est une question. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Peut-être Caroline ou non Excuse-moi, non, j'ai pas levé la main. J'ai cru que tu levais la main, en fait. Non, mais j'avais un peu les mêmes interrogations sur justement la différence interlangue. J'aurais pas pensé à la prosodie, mais en tout cas, maintenant, Camilla, tu as été très claire, donc je n'ai plus de questions. Voilà. Et donc, je peux peut-être vous dire quelques mots sur l'étude avec les rats que j'ai fait pendant mon postdoc aussi. Oui, oui, parce que tu étais... Donc, je peux dire que Camilla, elle était au laboratoire d'éthologie de Nanterre. C'est dommage parce qu'il n'y a pas Mathilde. Il y a une jeune fille qui suit le master qui s'appelle Mathilde et qui, justement, est co-encadrée est encadrée par Gérard Le Boucher. D'accord. Tu connais peut-être ? Oui. Voilà. Qui fait un mémoire entre langage et éthologie. Voilà. Après, tu pourras peut-être nous dire aussi ce que tu fais maintenant à Paris 12. Donc, oui. D'accord. D'accord. Alors, donc avec les rats, on a utilisé les mêmes mots espagnols qu'avec les bébés espagnols. On les a familiarisés d'abord avec... Alors, ce n'était pas la liste de mots en entier. Donc, la liste, elle faisait, je crois, 16 ou 18 mots pour les bébés. Là, c'était 4 mots seulement. Et ils ont été conditionnés, en fait, pendant, je ne sais plus, 8 semaines, quelque chose comme ça, jusqu'à ce qu'ils donnent la réponse comportementale qu'on attend pour les mots familiers, donc pour que les mots soient familiarisés. Et ensuite, on leur a présenté le mot avec l'erreur de consonne ou l'erreur de voyelle. Et ce qu'on a montré avec les rats, c'est qu'ils étaient plus sensibles à une erreur de voyelle qu'à une erreur de consonne. Donc, ce n'est pas un résultat qui est extrêmement surprenant, mais quand même, ce qui était intéressant avec ces rats, c'est que c'est une espèce de rat qui a des propriétés de perception acoustique très fines, particulièrement fines. Donc, par exemple, ils sont capables de distinguer des contrastes consonantiques, vocaliques fins. Donc, ils sont sensibles aux traits phonétiques, variations minimales de traits phonétiques. Par contre, dans les mots, ils sont clairement plus sensibles au changement de voyelle qu'au changement de consonne. Donc, comme si le biais vocalique était le défaut, en fait, la solution par défaut. Et que pour développer le biais consonantique, on avait vraiment besoin de l'exposition à la parole et de la prédisposition à l'apprentissage du langage. Voilà, donc c'était cette étude dans Animal Cognition. Et c'était la première fois que ça avait été fait aussi, d'apprendre des mots à des rats. Donc ça leur prend beaucoup de temps, hein, contrairement à l'étude bébé qui prend 5 minutes. Pour les rats, il faut 8 semaines, mais ils y arrivent. Ils arrivent à reconnaître 4 mots et à réagir différemment quand on change un phonème dans le mot.
Et donc, vous avez fait des mesures, quel type de mesures pour Ouais. voir le changement? Comportementales. Donc, c'était, en fait, ils doivent appuyer avec le museau sur un petit... ils doivent placer leur museau à un endroit particulier pour aller chercher la nourriture, en fait. D'accord. Et quand ils savent que c'est un mot qu'ils reconnaissent, parce qu'on les a conditionnés, ils le font. Quand c'est quelque chose d'autre, ils ne le font pas, en fait. Quand c'est quelque chose d'inconnu, ils ne le font pas. Alors, moi j'ai juste une question là, parce que tu disais, bon, déjà d'une part, ils perçoivent plus le biais vocalique. Enfin, ils sont plus. Voilà. Donc, déjà, pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est plus saillant, enfin, Oui. c'est plus long, c'est la durée de. Oui, oui, oui. C'était des stimuli de parole naturelle. Donc, la variabilité entre les consonnes et voyelles est maximale. Enfin, tu vois, c'était pas de la parole synthétisée. On n'avait pas contrôlé particulièrement les indices acoustiques. Donc, oui, oui, c'est sans doute le fait que la saillance acoustique des voyelles, enfin, les voyelles prennent juste plus d'intensité, plus de temps, plus de variations. D'accord. Ok. Ouais, C'est plus quand saillant d'un point de vue, ouais, d'un point de vue perceptif, c'est plus saillant. Mais par contre, quand tu dis là, parce que tu dis, bon, les consonnes, il faut être exposé au langage, mais tu peux très bien, tu peux très bien percevoir des consonnes de manière, enfin, ou en tout cas discriminer des consonnes de manière complètement acoustique, sans avoir besoin d'être exposé au langage. Après, ça dépend si, avec l'histoire de l'élément perceptif, tu mets à l'intérieur de ta catégorie, etc. Mais si tu peux, enfin, en tout cas pour quelqu'un qui, bon, quelqu'un qui a un système perceptif hyper expert, enfin, moi, si tu me mets un phonème espagnol, je vais peut-être pouvoir, qui est un peu, enfin, qui tombe juste à côté de mes catégories phonémiques, je vais peut-être avoir du mal à le discriminer. Mais si tu me mets un phonème très très distant de mon inventaire phonémique, je vais le discriminer. Et donc pourquoi les rats, ils ont du mal à faire cette différence, alors qu'ils n'ont jamais, ils n'ont pas une perception phonémique, ils ont une perception acoustique. Oui, Est-ce que je suis claire ou pas? Oui, non, très clair, très clair. Alors déjà, en fait, tout ce qu'on peut dire avec les résultats qu'on a, c'est qu'ils sont plus sensibles à un changement de voyelle qu'à un changement de consonne, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas du tout sensibles au changement de consonne. Tu vois ce que je... D'accord, oui. Voilà, donc c'est un niveau, enfin c'est des degrés. Et effectivement, alors on peut percevoir à partir du moment où on a un système adulte, on peut percevoir les différences au niveau acoustique, mais quand c'est dans les mots, c'est quand même plus difficile. Donc de percevoir les différences, les différences phonétiques minimales qui sont entre les mots. C'était que des consonnes occlusives ou pas? Parce qu'après, c'est vrai Non. que si tu mets des... Non. Parce que Il y a si, plus. bon, tu peux imaginer qu'avec les fricatives, c'est un peu plus long et... Ok. Non, En tout cas, c'est super intéressant comme étude. Il y avait plus de plosives, je pense, mais il y avait aussi d'autres choses. Il y avait aussi des fricatives, ouais. Une petite question. Est-ce qu'à votre connaissance, ce genre d'étude a été faite sur d'autres animaux? Oui, il y a une étude qui est sortie avec les chiens récemment. D'accord. Alors, ce n'était pas cette étude-là, c'était avec l'étude prénom. Donc, ils ont utilisé le prénom du chien et ils ont changé la consonne ou la voyelle. Et les chiens, comme les bébés de 5 mois, sont plus sensibles à un changement de voyelle. D'accord. Et quels étaient les 4 mots pour le rat? Alors, en fait, on a fait varier. On avait plusieurs groupes de rats. Donc, on a 4 mots parmi les 18 mots qu'on avait. D'accord. 4 groupes de rats, ou 16 mots. On devait avoir 16 mots et on les a répartis en 4 groupes. Ok. Merci. Oui, et donc, oui, pardon, allez-y. Non, je voulais revenir justement sur l'étude précédente, là, plutôt chez l'enfant. Et donc, lorsqu'on parle du biais consonantique, est-ce que ça veut dire que chez l'adulte également, il y a un avantage pour accéder au lexique, c'est-à-dire pour reconnaître les mots qui commencent par des consonnes versus par des voyelles? Est-ce qu'on retrouve chez l'adulte ce biais enfin, quel est l'impact du biais sur le mécanisme d'accès au lexique mental? Est-ce qu'il magnifie cet accès, c'est-à-dire que les mots
qui soit commencent par des consonnes, soit sont constitués de plus de consonnes que d'autres, ont un avantage, ou est-ce que ça a vraiment après un impact sur le traitement lexical chez l'adulte? Alors ça, c'est sûr que ça a un impact sur le traitement lexical. En termes d'accès au lexique, je pense qu'il faudrait regarder les études d'amorçage. Oui. Voilà, à mon avis, c'est là que vous verrez plutôt l'accès au lexique, la différence d'accès au lexique entre des mots qui portent plus de consonnes ou qui commencent par des consonnes. Et il y en a vraiment énormément. Donc, je ne saurais pas vous dire exactement en détail, je ne me souviens plus exactement, mais... Parce qu'en fait, je me posais la question de l'interrelation entre les facteurs, c'est-à-dire, on sait par exemple dans la littérature de l'accès au lexique, la familiarité, le voisinage orthographique ou phonologique jouent un rôle voilà, qui n'est plus à démontrer. Donc je me posais la question en fait de comment ces facteurs interagissent entre eux, donc notamment comment finalement je pensais, un point qui m'intéressait là dans ce que vous avez expliqué, c'est le rapport entre ce biais consonantique et le voisinage orthographique ou phonologique. C'est-à-dire lorsque des mots partagent des phonèmes ou des lettres, est-ce que finalement il y aura d'autant plus d'impact si ce partage se fait sur les consonnes versus sur les voyelles? Vous voyez, je me posais ce genre de questions par rapport à votre question là, du biais consonantique. Est-ce que ça va avoir aussi un impact finalement sur d'autres facteurs comme le facteur de voisinage orthographique ou finalement de familiarité voilà. Pourquoi je pense à ça? Parce que il y a d'autres, quand par exemple on s'intéresse à la fréquence d'occurrence des mots, bon, on connaît l'effet de fréquence ou de familiarité, on sait que cet effet va être diminué pour des mots qui apparaissent en position finale d'une phrase si le contexte est très informatif. Donc on voit bien qu'il y a quand même des situations finalement dans le langage qui peut moduler certains effets, comme pourtant un effet qui est fort, à savoir l'effet de fréquence. Donc, je me posais la question là, à un niveau plus fin, là, donc dans le mot, si on peut retrouver également peut-être des interactions entre ce biais consonantique et la familiarité ou le voisinage. Typiquement, les études, elles vont comparer des paires minimales qui diffèrent sur des consonnes versus sur des voyelles, ou sur une consonne ou versus sur une voyelle. Et elles vont trouver que on est plus sensible, enfin on apprend, par exemple, on apprend plus facilement des paires minimales qui diffèrent sur des consonnes que sur des voyelles. Où on reconnaît, on confond plus facilement, ou l'inverse, on confond plus facilement des paires minimales qui diffèrent sur des voyelles. La modulation par la... À ma connaissance, ça n'a pas tellement été étudié comme un facteur de modulation par rapport aux effets de familiarité ou de fréquence. Parce qu'en fait, justement, on va essayer de faire en sorte que les différentes paires aient la même fréquence pour contrôler la fréquence. Oui, ça c'est J'essaie vaut de mieux penser dans ce type d'études, là, il vaut mieux. Oui, je comprends l'approche. Vous avez maintenu constance, ce qui est légitime. Mais du coup, je me posais moi la question si lorsqu'on voit cet effet de biais consonantique chez l'enfant, au moment où il apprend des mots qui soient nouveaux ou pas, enfin, s'ils sont nouveaux, non, parce que c'est moins intéressant par rapport à l'effet de fréquence. Mais si c'est des mots qu'il a déjà dans son lexique, est-ce qu'on retrouverait ce même avantage selon finalement la fréquence d'occurrence? Parce que même déjà précocement, il commence petit à petit à avoir des variations finalement au fur et à mesure du développement lexical dans la familiarité, la fréquence des mots dans le lexique du jeune enfant. Donc, c'est juste une question pour voir dans quelle mesure, et je comprends bien que finalement, quand on n'est pas intéressé par l'étude de ce facteur qui est pourtant en fait important au moment du développement lexical et après chez l'adulte, tous ces facteurs linguistiques, mais je me posais la question si ça pouvait finalement moduler ou pas, et si ça modulait pas, si aucune modulation n'était observée, on pourrait dans ce cas-là vraiment dire que c'est une analyse vraiment des particularités finalement au niveau des phonèmes et voilà de la langue. Mais voilà. Donc, alors,
je suis en train de terminer une étude là qui répond peut-être un peu à votre question. Où en fait, on est parti d'une étude de Sharon Papercamp qui a montré que les bébés de 11 mois ne faisaient pas de différence, n'avaient pas de préférence pour une liste de mots par rapport à une liste de non-mots de fréquence égale dans des corpus. Donc, elle a analysé des corpus de paroles adressées au bébé. Elle a trouvé des suites de syllabes où il y a une frontière de mots au milieu, comme par exemple petit peu dans un petit peu ou corin pour encore un. Donc, elle a comparé ces non-mots très fréquents avec des mots de fréquence égale et elle a trouvé que les bébés de 11 mois n'avaient pas de préférence pour l'un ou pour l'autre, comme si leur lexique mélangeait encore à cet âge-là les mots et les non-mots. Et donc, on est parti de ça et on a utilisé des non-mots très fréquents qu'on a fait varier, on a fait la tâche de conflit comme tout à l'heure, mais avec ces non-mots. Et en fait, on n'a pas trouvé d'effet. Donc, c'est-à-dire à 12 mois. Donc, à 12 mois, l'étude précédente de Sivana Poltrock avait montré que les bébés, dans des mots fréquents, dans leur input, ils ont un biais consonantique. Mais quand je l'ai fait avec des non-mots tout aussi fréquents, il n'y a pas de biais consonantique. Donc, comme si la fréquence, là, n'était pas un facteur, en tout cas suffisant, pour que les bébés traitent ces non-mots comme des mots. Et donc, comme si il fallait vraiment que ce soit un mot pour pour qu'on voit le biais consonantique à 12 mois. Donc, je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Je suis en train de réfléchir à cette étude. On ne sait pas trop comment on va la publier parce qu'évidemment, c'est un résultat nul. Donc, il va falloir penser à quel contrôle on va faire. C'est un peu en cours, mais effectivement, il y a peut-être quelque chose à voir du côté de la fréquence et de la modulation de la fréquence sur l'expression du biais consonantique dans le lexique. Déjà à 12 mois, peut-être que la fréquence ne suffit pas, en fait, ne suffit plus. Ouais. Mais sinon, à ma connaissance, c'est vrai que étudier plusieurs facteurs en même temps et voir comment ils se modulent entre eux, c'est un peu compliqué pour l'instant. Il n'y a pas assez de données. Ouais. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres remarques? Bah, peut-être je laisse la parole, Caroline. Non, on arrête là ou est-ce que il m'a semblé que tu demandais à Camilla si elle voulait parler de... Oui. Voilà. Voilà ce qu'elle faisait maintenant à Paris. T'es à Paris-Est, hein, c'est bien ça? Paris-Créteil, enfin oui. Paris 12. Je sais plus quel est le nom de. C'est Paris-Est, Créteil, Val-de-Marne. Voilà, Paris-Est, Créteil. Ok. Oui. Donc, je suis maintenant dans une équipe qui travaille sur la littératie. Donc, avec des enfants plus grands, du coup, on est dans le langage écrit. Et donc, je viens de déposer une pré-proposition ANR Jeunes chercheurs pour faire un projet sur la littératie émergente à partir de la parole, en fait, de l'acquisition du langage précoce. Donc, en fait, j'aimerais regarder comment les mécanismes de traitement de la parole, type dont on a parlé aujourd'hui, le biais consonantique, le traitement statistique, et puis leur connaissance sur le langage oral de manière générale, contribuent à leur accès aux compétences de prélittératie quand ils entrent à l'école ou même un peu avant, quand ils commencent à être exposés à la maison à du langage écrit, que ce soit dans les livres ou dans les technologies digitales. Donc du coup, c'est un projet qui est vraiment... qui met en lien mes propres compétences sur l'acquisition du langage oral et les mécanismes précoces, et puis la suite
de l'acquisition du langage avec l'écrit en fait. Donc, je vais commencer ça. J'espère. On a une plateforme de test qui est à la Cité des Sciences, au Lutin, dans le labo. Donc, j'espère installer là-bas quelque chose qui ressemblerait à un Baby Lab un peu plus. Donc, pour l'instant, il y a de quoi déjà tester des adultes et des enfants. Mais j'aimerais bien tester des enfants encore plus jeunes. Donc, installer un peu un Baby Lab. En plus, ça s'y prête bien parce qu'à la Cité des Sciences, il y a la Cité des enfants et la Cité des bébés maintenant. Ouais. Donc, il y a pas mal de familles qui viennent. Donc, voilà, j'espère pouvoir mettre ça en place. Le labo Charte, il est où en fait? Donc il est au sein du labo des sciences, de la Cité des sciences? Ou il est à Paris 8 C'est juste là, en fait, le labo, mon équipe, en fait, le labo Charte, il est réparti dans 4 équipes. Moi, je suis dans l'équipe UPEC, l'équipe de l'Université Paris-Est-Créteil. Mais donc, le labo Charte, il est aussi à Paris 8, à l'EPHE. Et du coup, il s'appelle Charte autre chose. Enfin, voilà, Ouais. Charte Paris 8, Charte PHE. Et nous, on est Charte UPEC, on est une équipe de sciences cognitives et éducation. Donc, on enseigne dans les INSPE de l'Académie de Créteil. D'accord. Dans le 93, le 77 et le 94. Donc, ça me change pas mal de la psycho, mais c'est super intéressant. L'aspect, donc dans mon projet, il y aura aussi un aspect, bien sûr, qualité de l'éducation, Appliqué, ouais, voilà, c'est ça. du home literacy environment, des choses comme ça. Ok, bon. Je ne sais pas si les étudiants là, du master, parce qu'en fait, maintenant, les étudiants du master doivent assister à des séminaires et valider un projet, etc. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Camilla. Ils sont plutôt silencieux. Bon. Bon, bah merci Camilla.